Bah oui, serrons-nous la ceinture, les temps sont difficiles et on va pas. Cessons de rêver un scénario de croissance, de relance et de croissance positive. C'est évidemment une mauvaise nouvelle pour nous tous. Voilà. Il y a une sorte de renoncement et dans le déclin des grandes démocraties occidentales, il est un petit peu entériné par ce type d'accord. On se prépare finalement à une phase de croissance faible. C'est un petit peu ça que ça veut dire. Ça va être difficile, Philippe Dessertine, à avaler pour l'électorat américain qui va en plus devoir subir, si on y envisage donc cette histoire de dégradation de la note des États-Unis, si ça se produit, en effet, ça aurait des effets directs sur les ménages américains et ça risque d'être politiquement, en 2012, beaucoup plus difficile encore pour Barack Obama que ce qu'il a vécu ces dernières années. Oui, je crois que il faut se souvenir d'ailleurs toujours que Barack Obama a été élu en plein cœur de la tourmente en 2008, et que d'ailleurs ça avait joué un rôle très fort dans le renversement des sondages, on va dire, entre septembre et octobre 2008, entre septembre et le mois de novembre. Donc on est à nouveau là dans une conjoncture où on peut très bien avoir quelque chose qui va complètement bouleverser la donne, par exemple une dégradation de la note et les conséquences que cela pourrait avoir. On n'y est pas encore, mais ce sont des éventualités qui peuvent être envisagées. Ce qu'il faut rappeler quand même déjà, c'est que l'électeur américain a envoyé un signe dur et fort aux élections de ce qu'on appelle de midterm, c'est-à-dire les élections de novembre dernier, 2010, dans lesquelles le Tea Party, tellement puissant aujourd'hui, effectivement, dans l'approche républicaine de cette problématique, le Tea Party avait été le grand vainqueur. Donc on voit bien aujourd'hui que les républicains sentent que Obama aura probablement de très grandes difficultés dans sa campagne au vu de la situation économique et en particulier du chômage. On peut même considérer que c'est presque un handicap insurmontable en ce qui le concerne. Le problème, c'est qu'on ne sait pas qui va gagner demain. On voit qu'Obama est en train vraiment de se débattre dans des difficultés terribles, mais demain, est-ce que ça va être les républicains modérés qui ont été plutôt, on va dire, en tête aujourd'hui dans la négociation et qui préparent éventuellement leur candidature pour les élections de l'année prochaine, ou est-ce que ça peut être une montée des extrêmes? On pense par exemple à quelqu'un comme Ron Paul, qui est un des chefs économiques ou économiste, pourrait-on dire, même s'il faudrait mettre des guillemets du Tea Party, de l'extrême, des extrêmes droites, on va dire, républicains, lui qui est carrément pour une suppression, par exemple, de la Federal Reserve. Il dit qu'il faut faire disparaître la banque centrale américaine, et puis on a tout un tas d'autres propositions où les États-Unis se referment sur eux, où on modifie complètement les valeurs de la société américaine. Enfin, là, on est vraiment sur des choses qui dépassent très très vite le caractère économique, mais qui ont une influence très lourde dans la manière dont l'économie est gérée aujourd'hui. Il faut bien avoir conscience de ça. Ce sont des débats qui font rage dans la classe politique américaine, mais qui vont faire rage aussi dans la population américaine assez rapidement. Alors on peut rejoindre tout de suite en direct de New York John MacArthur, qui est directeur de Harper's Magazine. Merci beaucoup d'être avec nous. On parlait à l'instant de la Tea Party, donc à l'intérieur du camp républicain. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une victoire pour les voix les plus extrêmes et donc d'une défaite pour le centre ? Ce n'est pas une défaite exactement pour le centre, parce que le centre n'arrête pas de céder à ce que demande, à ce que réclame la droite extrême. Alors, beaucoup de gens ont remarqué que le président Obama a cédé avant même d'être demandé sur beaucoup de choses. Donc, c'est quand même une victoire pour les Tea Party, parce que les Tea Party sont des radicaux, des gens qui voudraient réformer la société américaine de leur point de vue. Ce n'est pas le point de vue de la grande majorité des Américains. Ils vont éventuellement se rendre compte, mais pour l'instant, c'est une grande victoire. Et si j'étais membre du Tea Party, je ne céderais pas à ce compromis, parce que, à toute évidence, Obama cédera encore plus. Et ce qui est très intéressant dans tout cela, c'est vraiment les fissures dans les deux partis majeurs américains. D'un côté, il y a l'aile libérale, gauche, si vous voulez dire, si vous voulez, du Parti démocrate, très en colère avec leur président, leur chef de parti, pour avoir cédé tellement, pour avoir capitulé aux républicains. En même temps, il y a la droite extrême du Parti républicain qui n'est pas du tout content avec le compromis mené par leur chef dans la Chambre des représentants, John Boehner. Pour eux, ils veulent vraiment changer le don, ils veulent changer les enjeux complètement. Et pour cette petite minorité, de réduire là, réduire un peu là, c'est pas grand-chose.
Autre chose que vous devrez comprendre, c'est que nous n'avons pas géré la crise militaire, la crise des dépenses militaires. On prétend que ce compromis va mener à des réductions considérables dans le budget du Pentagone. Mais sans un retrait de l'Irak ou de l'Afghanistan, ce n'est pas faisable. Et pour l'instant, il n'y a pas vraiment question de sortir de l'Afghanistan ou l'Irak, où maintenant le Premier ministre nous demande de rester. Et pourtant, à l'intérieur de ces coupes budgétaires dont on parle, donc 350 milliards de baisse de dépenses de défense, ça c'est une victoire pour Barack Obama vis-à-vis de son parti. Non, ça c'est imaginaire. Ça sera décidé plus tard par ce comité qui a parlé vaguement de faire un équilibre entre dépenses directes militaires et dépenses sur la sécurité nationale. Alors vous verrez dans les prochains mois, personne ne va vouloir, parce qu'il y a quand même un soutien bipartisan pour l'occupation de l'Afghanistan et l'occupation continue de l'Irak et aussi à la Libye, qui coûte beaucoup d'argent. Il n'y aura pas de réduction significative, importante dans le budget du Pentagone. Ça sera surtout les pauvres et les gens âgés qui vont souffrir, comme toujours. C'est toujours comme cela. Et Augustin Landier, comme le disait à l'instant donc John MacArthur, c'est sans doute peut-être le plus grand danger pour Barack Obama maintenant, c'est que ce côté extrême du Parti républicain, donc le Tea Party, s'est montré tellement fort et ont montré qu'il pouvait faire céder le président américain. Alors oui, et puis en même temps, si vous voulez, c'est une stratégie qui a été utilisée en France à d'autres époques, faire monter en puissance la partie la plus infantile d'un parti quand on est son adversaire, ça peut être aussi une stratégie gagnante. Et donc dans une certaine mesure, vous voyez, il est peu probable que les Américains votent en majorité pour un candidat qui ne serait pas un candidat crédible. Donc voilà, c'est un petit peu ambigu aussi, si vous voulez. C'est-à-dire que le Parti républicain donne de lui aujourd'hui une image qui n'est pas celle d'un parti très adulte, et ça peut aussi jouer en faveur d'Obama. D'autant plus finalement, Philippe Wechsler, que si effectivement on voit dans les mois, dans les semaines qui viennent cette dégradation de la note des États-Unis avec de réels impacts sur les ménages américains, ça va être très difficile pour les républicains de se défendre le moment venu en 2012. Mais je pense que là-dessus, il y a deux choses à voir. C'est que, effectivement, ceux qui vont être les perdants sont ceux qui ont besoin de mutualiser leur situation. C'est-à-dire essentiellement les pauvres et ceux qui ont des revenus assez faibles, parce qu'on a bien vu que dans l'accord, il n'y a rien sur l'augmentation des impôts des plus riches, etc. Donc on voit bien le biais de la situation, et le Tea Party pourrait effectivement profiter de cet environnement, qui est un environnement où le marché, on parlait de la croissance tout à l'heure, la croissance ne va pas être très forte, on va avoir une dynamique de l'emploi qui sera probablement assez médiocre, et donc la situation va se polariser de façon beaucoup plus importante que celle qu'on a vue sur l'accord. C'est-à-dire que l'accord, finalement, c'est un accord du centre, un espèce d'accord un peu mou au centre de l'échiquier politique, et on voit bien, comme c'était évoqué, d'un côté l'aile libérale qui n'est pas contente, de l'autre côté l'aile du Tea Party qui ne l'est pas non plus, parce que les coupes ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils souhaitaient. Et donc le risque aujourd'hui, après cet accord, c'est que les situations se polarisent de chaque côté et durcissent le débat, et de ce point de vue-là, il sera extrêmement intéressant, puisque l'accord a été repoussé à 2013, de voir comment va se passer la campagne électorale, parce que finalement, la campagne électorale aura lieu juste avant le nouveau rehaussement du plafond de la dette. Et donc là, il y aura un choix politique américain qui sera extrêmement important, beaucoup plus important que ce qu'on voyait aujourd'hui, parce que celui qui arrivera à Washington aura une capacité, une légitimité beaucoup plus importante, parce que le débat aura été long sur la façon dont les Américains appréhendent leur propre société, leur propre économie. Et là, il risque d'y avoir un changement beaucoup plus radical que ce qu'on observe aujourd'hui. Et John MacArthur, donc ça sera sans doute une campagne électorale très différente de celle que nous aurions eue sans cette crise. Et pour Barack Obama, finalement, le plus difficile va être, par rapport à cette campagne, de reconvaincre sa base démocrate, puisque, vous l'avez dit à l'instant, on le traite de traître. Oui, espérons-le, mais pour avoir un vrai débat, il va falloir avoir un candidat
qui mène campagne contre Obama au sein de son propre parti dans la campagne primaire. Pour l'instant, on ne voit personne qui oserait affronter le président sur son dossier plutôt faible sur la réforme, sur tout ce qui concerne la politique progressiste de l'aile gauche du Parti démocrate, qui n'est pas tellement à gauche, comme vous le savez, les Français. On discute, on débat des lois, des projets de loi qui ont été instaurés dans les années 30. Alors après 80 ans, on devrait être un peu plus à l'aise avec le New Deal, mais il y a toujours cette aile extrême en Amérique qui déteste les réformes de Roosevelt, qui est toujours contre. Et ce qui est décevant chez les démocrates, c'est de voir comment, à tel point, ils sont faciles à pousser à droite. Qu'est-ce qu'il fait Obama? Il ne s'est jamais déclaré vraiment pour un programme social-démocratique. Il n'a jamais prôné une réforme de Wall Street. Et à la base de tout ça, c'est notre financement de campagne corrompu. En même temps qu'il parle des pauvres, des gens âgés, comment il essaie de protéger les gens les plus déshérités de la société américaine, Obama vient presque tous les 2 semaines à New York pour récolter de l'argent de Wall Street pour sa campagne de réélection. Ce qui m'intéresse dans tout cela, c'est d'apprendre si cette aile extrême droite du Parti républicain est sérieux. Est-ce qu'ils sont vraiment des purs et des durs? Est-ce qu'ils vont être absorbés dans le système? Jusqu'à présent, ce n'est pas évident parce qu'il y en a beaucoup qui sont hypocrites, qui profitent des programmes fédéraux dans leur circonscription. Mais en même temps, on voit quelque chose de nouveau dans le débat, des gens qui refusent complètement de céder. Et c'est enfantin, c'est bizarre, ils sont un peu des fous furieux, mais c'est quand même quelque chose de nouveau. J'aimerais bien voir des démocrates avec autant de foi. Oui, et j'aimerais voir des démocrates avec autant de foi dans leurs propres idées. Je crois que par rapport à ce qui vient d'être dit, juste une réaction. Il y a un élément par rapport au programme, enfin, ou en tout cas à l'accord qui a été trouvé, qui risque d'être aussi problématique, ça va être la question de l'endettement des États. Parce que quand on a évoqué le fait que, notamment, les personnes les plus déshéritées vont avoir à supporter la réforme, ça va vouloir dire aussi qu'une grande partie de ce qu'on doit payer au minimum va être assumé moins maintenant par l'État fédéral et plus par des États qui sont eux-mêmes très lourdement endettés. Et donc on risque d'avoir aussi un autre élément, et là les différents représentants aujourd'hui au Congrès vont avoir à gérer des situations dans leurs États qui peuvent être compliquées, dans lesquelles on peut avoir des dégradations de notes, des problèmes d'emprunt, des questions de ce genre, qui là pour le coup pourraient ressembler beaucoup à ce qui se passe aujourd'hui en Europe, avec des pays faibles qui entraînent, on va dire, dans une spirale négative, l'ensemble de l'édifice. Le pire donc est-il à venir? Tout à fait, tout à fait. Il a tout à fait raison, exactement. Qu'en pensez-vous, Augustin Landier? Le pire devant nous? Le pire devant nous? Non. Écoutez, mais par contre, il faut effectivement prendre acte du fait que, si vous voulez, l'avenir qui se joue, le centre de gravité s'est déplacé. Et cette crise en a été, au fond, l'acceptation. Donc, c'est la Chine, c'est l'Inde qui sont désormais les locomotives de l'économie mondiale. Et si vous voulez, on va vivre dans les 10 prochaines années une période assez pénible, finalement, de retrait progressif des grandes économies occidentales. Voilà, donc le paysage est en train de se redessiner. Et cette crise, encore une fois, n'est que l'acceptation de cet état de fait qui se dessinait déjà sur les dernières années. Qui se dessinait, mais qu'on ne voit que plus clairement aujourd'hui. Oui, et qui peut s'accentuer. C'est-à-dire que si on a effectivement une incertitude sur la façon dont les États-Unis vont gérer leurs finances publiques, on imagine bien que les Chinois ou d'autres qui sont créditeurs des États-Unis accentuent leurs propres réformes et fassent de telle sorte que leur propre marché financier, parce que ce qui gêne aujourd'hui beaucoup les Chinois, c'est que leurs marchés financiers ne sont pas encore très développés. Ils ne sont pas capables de gérer l'ensemble des réserves de change qu'ils ont dans leur coffre. Et cette situation aujourd'hui peut accélérer leur souhait de réforme et de ce fait-là, modifier l'équilibre financier. Aujourd'hui, on dit finalement la problématique américaine n'est pas très grave parce qu'il n'y a pas de problème de financement. Mais cette crise pourrait
générer un changement d'orientation et le développement en Chine, en Inde, de marchés financiers beaucoup plus matures qui seraient en compétition avec le marché américain. On pourrait même imaginer que les Européens développent un marché de l'eurobonds et qui arriverait là aussi en concurrence parce qu'on n'a plus forcément envie d'aller aux États-Unis pour se financer. Et ça peut être la source de cette rupture, peut être dans la crise que l'on connaît aujourd'hui. Très bien, mais écoutez, ça nous amène donc à la fin de ce débat. Merci beaucoup à vous tous d'avoir été avec nous ce soir. On se retrouve demain soir pour un nouveau débat sur France 24. Dans quelques minutes, tous les derniers titres de l'actualité internationale. Restez avec nous.